France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe qui vous est présenté par France 24 et Radio France Internationale. Alors pour faire le tour de l'actualité européenne, nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Charles Michel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été Premier ministre de la Belgique de 2014 à 2019 pour le Parti libéral qui correspond au groupe Renew sur la scène européenne proche donc d'Emmanuel Macron. Et vous êtes aussi ancien président du Conseil européen, remplacé l'an dernier par le Portugais António Costa. Charles Michel, les chefs d'État réunis avant la COP30, les 27 ont endossé l'objectif proposé par la Commission européenne de baisser de 90% les émissions de gaz à effet de serre en 2040. Et puis, ils se fixent certes des minima pour 2035, mais des objectifs non contraignants. Pour vous, l'Union européenne a une feuille de route assez ambitieuse dans cette nouvelle COP ? Je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous sommes, en Européens, extrêmement ambitieux à la fois sur les objectifs qu'il faut atteindre, mais aussi en termes de solidarité avec les pays en développement. Il faut soutenir les capacités des pays en développement d'avoir accès aux technologies pour surmonter ensemble ce défi climatique. Mais je comprends en réalité que les chefs d'État et de gouvernement aient fait preuve de prudence et font preuve de prudence. Pourquoi ? Parce qu'ils sont échaudés par les dernières années. Les dernières années, nous avons fixé un objectif ambitieux, le plus ambitieux dans le monde, la neutralité carbone à l'horizon 2050 pour l'Union européenne. Et on a bien vu que la mise en œuvre des mesures a conduit en réalité à alourdir considérablement la bureaucratie sur le dos de nos entreprises, aussi bien les petites, moyennes que les grandes entreprises. Ça a handicapé la capacité de nos entreprises à innover, à se déployer. Je pense que les États membres sont aussi échaudés par la manière dont la Commission européenne propose une régulation tout à fait excessive, veut absolument tout réguler, y compris parfois des sujets qui n'existent pas encore. Et donc je pense que les États membres ont raison de mettre un peu d'eau froide. Donc vous êtes pro-simplification. Beaucoup veulent simplifier et notamment remettre en cause une partie des textes du fameux pacte vert qui a été adopté à la précédente mandature. La fin des ventes de voitures thermiques neuves en 2035, surtout pas pour les Allemands. Par exemple, la tentative de simplifier la responsabilité environnementale des entreprises en excluant les 2/3 de ces entreprises de leurs obligations. Tout ça, ça vous va ? C'est l'agenda qui est voté par la droite et l'extrême droite quand même. Je pense que l'erreur majeure, c'est d'avoir une obsession de la régulation et d'utiliser le changement climatique pour aggraver les régulations et les charges administratives. Je pense qu'on peut totalement concilier l'ambition de réussir à faire reculer cette menace climatique tout en simplifiant nos régulations. Le principe de précaution en Europe est devenu un principe de suspicion généralisée vis-à-vis de nos agriculteurs, vis-à-vis de nos entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, vis-à-vis de nos start-up. On doit au contraire instaurer un principe de confiance dans l'innovation, de confiance dans nos entrepreneurs. Probablement, vous n'avez, contrairement à moi, jamais ouvert les rapports que l'on demande à nos entreprises en matière de développement durable. Ce sont des centaines de pages, ce sont des charges de travail absolument colossales que l'on demande pour faire du monitoring, pour faire des rapports. Nos entreprises, je pense qu'il faut leur faire confiance. Elles peuvent développer les technologies nouvelles dont on a besoin pour surmonter ce défi climatique. Par exemple, dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'intelligence artificielle également. Et donc moi, je plaide pour un changement complet de paradigme, en lien d'ailleurs avec le rapport de Mario Draghi il y a un an. Pour qu'on change de paradigme, il faut des contraintes, non ? Il faut des objectifs. Et je pense que les responsables politiques doivent dire à nos acteurs économiques, nous voulons arriver à tel endroit dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais nous vous faisons confiance. On ne veut pas vous amener là en vous liant les mains. Et donc, par exemple, la neutralité technologique en matière énergétique, considérer qu'en Europe, on aura besoin d'énergie nucléaire pour surmonter ce défi énergétique. Ça me paraît indispensable. On voit bien que, encore une fois, les bureaucrates européens, certains d'entre eux en tout cas, sont hésitants, tergiversent. On comprend que vous êtes plutôt pro-nucléaire. Alors, Charles Michel, nous vous proposons maintenant quelques brèves d'Europe qui ont retenu notre attention, ou plus exactement, celle d'Oiana Almandoz. Pour aborder la COP30, les 27 sont parvenus à un objectif non contraignant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l'horizon 2035, elles devront se situer entre moins 66 et moins 72% par rapport au niveau de 1990. D'ici 2040, ils s'engagent entre eux à un objectif contraignant supplémentaire,
réduire de 90% leur CO2. Mais avec des flexibilités, car les pays peuvent acheter 5% de crédit carbone hors de l'UE pour rester dans les clous. Un accord destiné à emporter l'adhésion des réticents, comme la Pologne et l'Italie, mais qui déçoit les ONG de lutte contre le réchauffement. L'UE pourrait accueillir de nouveaux membres d'ici à 2030. La Commission salue l'avancée des réformes menées par le Monténégro, l'Albanie et la Moldavie, mais considère que la Serbie a pris du retard et que la Géorgie montre un grave recul démocratique. L'Ukraine, elle, est en bonne voie pour rejoindre l'Union, selon la commissaire à l'élargissement Marta Kos. Il sera essentiel de maintenir ce cap et d'éviter tout risque de recul, en particulier en matière de lutte contre la corruption. Viktor Orban a immédiatement réaffirmé son opposition à l'avancée de l'Ukraine vers le club européen. 1 an déjà depuis la réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Il commence son mandat sur ces mots. L'Union européenne est très mauvaise pour nous. Ils nous traitent très très mal. Il lance alors une guerre commerciale, augmentant les droits de douane sur les exportations européennes, à présent majoritairement taxées à hauteur de 15%. En matière de défense, il demande aux membres de l'OTAN d'augmenter leur budget à 5% de leur PIB, contre 2% aujourd'hui, et souffle le chaud et le froid sur son engagement en Ukraine. Proche des leaders de droite radicale Viktor Orban en Hongrie et Giorgia Meloni en Italie, il semble vouloir diviser les Européens pour mieux régner. Charles Michel, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump outre-Atlantique, bilan de ce premier anniversaire de ce côté de l'Atlantique. L'Union européenne, ces derniers mois, a manqué de vigueur dans la défense des intérêts européens, a manqué de vigueur dans les efforts d'émancipation par rapport aux États-Unis, et a manqué de vigueur en termes de réformes nécessaires pour plus de compétitivité, pour renforcer la base économique. Vous vous souvenez que Mario Draghi a diffusé un rapport très important il y a 1 an maintenant, avec peu d'effets, malheureusement. 20% à peine qu'on a mis finalement c'est probablement même un chiffre optimiste par rapport à la réalité. Deuxième élément, cette arrivée de Donald Trump, ou ce retour de Donald Trump aux responsabilités, en plus de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, doit être, à mon avis, un radio-réveil pour l'ensemble des Européens qui avaient sans doute besoin de voir cette réalité en face. On a besoin de plus de souveraineté européenne. On a besoin d'investir dans la sécurité et la défense, en plus des efforts nécessaires pour consolider notre base économique. En attendant, Donald Trump a négocié 15% de tarifs douaniers avec la Commission européenne et il incite d'ailleurs les entreprises à se relocaliser aux États-Unis. Pour un libéral comme vous, j'ai envie de dire, Charles Michel, c'est la fin du libre-échange qui est en train de sonner ? Moi, je ne crois pas L'Europe que doit se protéger. Moi, je ne crois pas que ce soit la fin du libre-échange. On doit défendre avec vigueur nos intérêts. Et il est tout à fait regrettable d'observer la résignation de la Commission européenne qui a accepté, sans utiliser les leviers dont nous disposons, de se faire imposer des tarifs qui sont pénalisants. J'ajoute que l'Union européenne aujourd'hui est la région dans le monde qui est la plus ambitieuse en termes de protection sociale et cela a un impact en termes de coût du travail pour nos entreprises. Nous sommes la région dans le monde la plus ambitieuse en termes de standards environnementaux, et ça a un coût pour nos entreprises en termes de compétitivité. Et aujourd'hui, on voit également qu'en matière énergétique, on a des défis qui sont essentiels pour les industries européennes, a fortiori avec cette guerre qui a été déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Et on voit que les États-Unis saisissent cette occasion pour non seulement presser les Européens en augmentant des tarifs commerciaux d'une part, mais également en forçant les Européens à se soumettre à la domination énergétique des États-Unis aujourd'hui. Et donc il est vrai que ça doit susciter des débats démocratiques au sein des États membres. Et je ne vous étonnerai pas, il y a eu, sous ma responsabilité de président du Conseil européen, des frictions entre moi et la Commission européenne, précisément en lien avec ce que je considère à l'époque comme un manque d'ambition de la Commission européenne dans sa relation avec les États-Unis et avec le reste du monde. Et malheureusement, les faits aujourd'hui me donnent raison. Et c'est malheureux, parce que ce sont les Européens qui payent la facture d'une Commission européenne qui manque de courage sur le plan international. Là, vous parlez des droits de douane, mais sur un autre sujet, précisément, la Commission von der Leyen propose un mur de drones. Et là, les chefs d'État et de gouvernement estiment qu'elle sort de son rôle en s'occupant de la défense. Vous avez d'ailleurs régulièrement critiqué cette présidente pour sa centralisation de pouvoir. Qu'en est-il là ? Il y a deux choses différentes. D'une part, la Commission européenne a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, avant de venir avec des propositions industrielles, de financement de l'industrie européenne. Parce qu'en réalité, pour des calculs liés aux élections européennes qui sont intervenues maintenant il y a plus d'1 an, la Commission ne voulait pas s'exposer. C'est regrettable. Par contre, il est tout à fait exact qu'en termes de défense, de sécurité de défense, je ne parle pas du volet industriel qui y est lié, bien entendu, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont la responsabilité. Et la Commission européenne n'a évidemment pas la légitimité
légitimité démocratique pour s'occuper des questions de paix et de sécurité. Elle a étendu finalement ses compétences, par exemple, sur les questions de santé au moment du Covid. Avec l'aval des États membres qui ont demandé à la Commission européenne d'être impliqués, par exemple, pour soutenir le développement des vaccins et pour veiller à ce que tous les États de l'Union européenne aient un accès égal aux vaccins. Mais ces sujets interinstitutionnels sont peut-être secondaires. Le plus essentiel aujourd'hui, c'est comment l'Union européenne, comme entité politique, est à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Les générations qui nous ont précédés en Europe ont beaucoup bénéficié du projet européen en termes de paix, en termes de protection des libertés, ont vu ce projet européen comme une évidence après les tragédies du siècle passé. Et aujourd'hui, le sujet pour notre génération, c'est comment on transmet à nos enfants un continent européen qui est stable, qui est prospère et qui offre des opportunités. Alors, et pour cela, il y a des décisions courageuses à prendre aujourd'hui, pas après-demain. Précisément, je rappelle que vous avez été ancien Premier ministre belge et c'est la Belgique qui oppose son veto sur un chapitre. Elle refuse de toucher aux avoirs russes gelés pour garantir un prêt de réparation à l'Ukraine. Aujourd'hui, la Chambre Euroclear, basée en Belgique, détient 193 milliards d'euros de ces actifs russes gelés. Est-ce que vous comprenez les réticences du gouvernement de Bart de Wever ? C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai traité ce sujet et lorsque j'étais président du Conseil européen, nous avons pris des décisions ensemble pour prendre les revenus, donc les intérêts générés par ce capital, par ces avoirs russes gelés. Le Premier ministre belge, et je ne suis pas son porte-parole naturellement, le Premier ministre belge a raison, je pense, d'attirer l'attention sur un certain nombre d'enjeux. En particulier, il est important quand l'Union européenne prend des décisions, que ces décisions soient conformes au droit international. On ne peut pas appliquer de double standard. Si on veut le respect du droit international par tout le monde dans le monde, il faut commencer par nous-mêmes respecter le droit international. Lorsque l'on prélève ces capitaux, on perd un levier de négociation pour la suite. Ces capitaux qui ont été prélevés ne pourront plus être utilisés le moment venu, lorsqu'il y aura, je l'espère, un cessez-le-feu et de sérieux pour parler de paix. Par conséquent, les arguments du Premier ministre belge doivent être pris en considération de manière rationnelle. Mais en même temps, l'Ukraine a besoin d'argent frais tout de suite pour faire marcher son industrie de la défense. Il est certain, et oui, il faut donner massivement des moyens à l'Ukraine, financiers, militaires et politiques. Donc on prélève sur nos budgets nationaux. Est-ce qu'il faut le faire par ce biais-là ? Il faut bien mesurer que quand on suit ce chemin-là, sans avoir des garanties strictes en termes de droit international, on prend le risque que l'Union européenne perde une grande crédibilité face au reste du monde, à l'Afrique, aux pays de l'Indo-Pacifique, à l'Amérique latine, si nous donnons l'impression d'appliquer des doubles standards d'une part. Et surtout la Belgique qui perdrait des investisseurs, non ? Et on perd absolument pas, parce qu'en réalité, quel est l'enjeu ? C'est bien au-delà de la Belgique. Je pense que c'est la question de l'euro qui est en jeu aussi. C'est la confiance qui est donnée pour ceux qui investissent dans notre monnaie commune qui est l'euro. Et donc, il y a effectivement un impact particulier en Belgique, et c'est normal qu'il y ait par conséquent une solidarité de l'Europe. Et je fais confiance au Conseil européen, aux 27 chefs d'État et de gouvernement, pour, dans les semaines et les mois qui viennent, prendre des décisions rationnelles sur ce sujet. Charles Michel, des drones qui survolent les États membres, Vladimir Poutine qui fait des essais de missiles brutalement. Est-ce que les Russes sont en train de tester les limites de notre solidarité, justement, en matière militaire ? C'est absolument certain qu'il y a une démarche de la Russie qui vise maintenant, en plus de la guerre d'agression contre l'Ukraine, à tester la solidité de l'Union européenne et la solidité de l'Alliance transatlantique et à vérifier si ce fameux article 5 du traité de l'OTAN, cette clause tous pour un pour tous, cette clause de solidarité, si cette clause est solide et robuste ou pas. Et notre réponse est satisfaisante ? Je pense que du point de vue européen, il est salutaire de voir les leaders européens très unis, et c'est plutôt un élément qui me rend optimiste du point de vue européen. Par contre, sur le plan du lien entre les États-Unis et l'Union européenne, ça doit nous amener à être lucides. On voit bien que cette alliance transatlantique qui nous tient à cœur et qui a apporté beaucoup de bénéfices est aujourd'hui remise en cause, pas par les Européens, est remise en cause par les États-Unis. Et moi, je suis frappé de voir ce que j'appelle le retard cognitif, c'est-à-dire la situation où un certain nombre d'Européens, à commencer par la Commission européenne et sa présidente, voient une situation, n'aiment pas la situation telle qu'ils la voient, et par conséquent sont dans une espèce de déni et mettent trop de temps pour résister à la manière dont les États-Unis ne nous traitent pas bien pour le moment. Les projets industriels sont sur la table. Il y a des projets très avancés en matière d'avions de combat européens, en matière de drones européens. Mais que manque-t-il aujourd'hui ? Il manque l'arbitrage politique en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Turquie, pour considérer qu'il y a quelques projets industriels majeurs. Nous allons mobiliser des moyens, donner de la
prévisibilité à nos industries. Je pense qu'en quelques années, on peut changer le paradigme industriel sur le plan européen et avoir effectivement une défense européenne de plus en plus en situation d'apporter les capacités militaires dont on a besoin pour être respecté davantage sur le plan géopolitique. Les USA et la Chine qui négocient une trêve commerciale, notamment sur les droits de douane, les terres rares, bien sûr, les semi-conducteurs, l'Union européenne écartée du jeu. Ça me rend triste parce que je pense que l'Union européenne a de grandes capacités. Je pense que les dernières années, que ce soit au moment du Covid, au moment de la fixation d'objectifs ambitieux sur le plan climatique, en matière aussi de réaction dans les mois qui ont suivi la guerre contre l'Ukraine, l'Union européenne a agi avec unité, avec détermination et avec une certaine consistance. Aujourd'hui, je vois une espèce d'effondrement face aux États-Unis, et c'est une claque. Et à la Chine que je pense que on est en réalité instrumentalisé par les États-Unis qui utilisent l'Union européenne dans leur compétition, leur combat contre la Chine. Et il n'y a que deux options. Les faits le montrent aujourd'hui. Soit à un moment donné, cette compétition Chine et États-Unis escalade à un point qu'il y a un conflit grave dont nous paierons les conséquences, aussi comme le reste du monde. Soit il y a un accord entre la Chine et les États-Unis. Et nous paierons également les conséquences. Et par conséquent, je ne sais pas ce qu'il faut de plus à un certain nombre de leaders européens pour comprendre qu'on doit développer une stratégie européenne fondée sur nos propres intérêts. On a des différences avec la Chine tout à fait majeures. On n'a pas le même système politique, on a des différences en termes de droits de l'homme, en termes de principes démocratiques, mais on a un certain nombre de chemins sur les sujets globaux, comme le climat par exemple, où on doit être engagé avec la Chine. Je vois que la Chine, par exemple, en matière de climat, investit beaucoup et met en place la tarification du carbone, ce qui est le même modèle que nous avons mis en place sur le plan européen. Les États-Unis ne font pas ça. Aujourd'hui, nous sommes trop dépendants de la Chine pour certaines chaînes d'approvisionnement. C'est une fragilité européenne. On doit donc parler, engager politiquement, diplomatiquement, en étant précis avec les autorités chinoises, en disant « Vous voulez un accès au marché intérieur parce que c'est important et c'est vital pour votre propre économie, le marché intérieur européen. Ben, nous avons aussi des prétentions, nous, Européens. Négocions dures, mais négocions pour trouver des compromis et pas simplement se comporter en instrument des États-Unis dans leur compétition avec la Chine. Moi, je suis assez désolé, assez malheureux de ce manque d'ambition. Merci Charles Michel d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suffi sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sûr sur nos deux antennes, l'actualité continue.